Bonjour et bienvenue fidèles auditeurs et chers internautes à ce nouveau numéro de votre magazine Débat au féminin, magazine qui donne la parole aux femmes, ces femmes qui commentent l'actualité et bien d'autres sujets qui touchent à la vie nationale. Aujourd'hui, on va pas trop discourir. Je m'en vais rapidement présenter l'invité du jour. Il s'agit de Madame Dena Lukunku. Excusez-moi, j'allais dire Dena Moana. Il s'agit bien de Madame Dena Lukunku, porte-parole de Envol, le parti donc de Deli Sesanga. Avec elle, je viens de le dire, on va commenter l'actualité de la semaine, marquée justement par le discours du chef de l'État à la 79e Assemblée générale de l'ONU, mais également son annonce par rapport à la candidature de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU et même au Conseil de droits de l'homme. On va aussi avec elle parler de l'appel de Martin Fayoulou au dialogue, mais aussi les dernières manifestations de l'opposition devant le palais de la justice pour exiger la libération des prisonniers dits d'opinion ou politiques. Alors, bonjour Madame Dena Lukunku et bienvenue sur nos antennes. Bonjour et merci Madame Isabelle. Alors, on va y aller droit au but. 79e Assemblée générale de l'ONU, le président de la République s'est exprimé. Pensez-vous que son allocution ou son discours était un rendez-vous manqué comme d'autres franges de l'opposition le déclarent, ou c'était un discours qui va positivement impacter sur l'avenir de la RDC? Nous pensons que le discours de M. Félix Tshisekedi à l'ONU était encore une fois une occasion pour lui de pouvoir se plaindre. Vous savez, Madame, aller au Conseil de sécurité, nous avions été et nous y serons encore. Mais nous pensons que c'est inopportun pour le moment, d'autant plus que toutes les lumières sont au rouge en République démocratique du Congo. Nous voyons qu'il y a la guerre à l'Est. Nous voyons qu'il y a plusieurs choses à pouvoir accomplir parce qu'il faudrait là rencontrer les desiderata de la population congolaise. Et par rapport à son discours, c'est que moi j'avais saisi par rapport à l'une des choses qu'il avait dites, c'était que notre pays ne pourra pas atteindre l'ODD, l'objectif de développement durable d'ici 2030, sachant que il y a 6 ans qui nous séparent, bien évidemment, de 2024 à 2030. Au lieu de le dire ainsi, il devait être optimiste et voir comment trouver des stratégies concrètes pour pouvoir développer le pays. Et nous savons qu'en 2030, du reste, il ne sera plus président de la République parce que normalement, il est en train d'épuiser son 2e mandat et en 2028, il doit y avoir des élections pour choisir un nouveau président qui, en 2030, aura déjà fait 2 ans de mandat. Et par le fait de pouvoir condamner le Rwanda, nous pensons que c'est une manière de plus de pouvoir pleurnicher. Un père de famille ne pleure pas. Un père de famille doit trouver des solutions. Et M. Félix Tshisekedi, en tant que père de la nation, doit trouver des solutions au lieu d'aller continuer à pleurnicher vers ces personnes que nous savons tous qui ne sont pas des garçons de cœur. Parce que nous voyons que ces personnes à qui M. Félix Tshisekedi est en train de donner son plaidoyer sont ceux qui commanditent ces massacres à l'est de la RDC. Ce sont ceux-là qui continuent à piller nos ressources à l'est du pays. Et nous pensons que nous devons avoir ou bien faire preuve d'indépendance par rapport à nos prises de décision. Et toutes les fois où nous allons vers eux pour pouvoir plaider, ils sont là au fait en train de se moquer de nous. Parce que nous ne pouvons pas trouver nos propres solutions tout seuls. Nous sommes là plutôt tout le temps derrière eux pour pouvoir quémander la solution qui ne sera jamais donnée. Voilà. Mais ne devait-il pas rester dans cette logique de vouloir
plaider pour la cause de la RDC quand on sait que la situation à l'Est n'a pas du tout changé. La guerre persiste et la communauté internationale fait la sourde oreille. Mais pendant son discours de campagne, M. Félix Tshisekedi avait bien dit, et je pense même que c'était sur ce plateau, il avait dit qu'à la moindre escarmouche, il va appeler les 2 chambres du Parlement pour voir comment déclarer la guerre. Et ça va faire plusieurs fois maintenant que M. Félix Tshisekedi est en train d'aller vers eux. Nous le voyons à la communauté internationale, nous le voyons aux États-Unis, et à chaque fois qu'il fait son plaidoyer, il n'y a pas de retour par rapport à cela. Et nous pensons que à chaque fois qu'il faut pleurnicher et que nous ne trouvons pas de solution, c'est quelque chose que nous pouvons dire que c'est quelque chose de pas objectif. Nous pensons que au lieu pour M. Félix Tshisekedi de pouvoir aller pleurnicher vers l'étranger, qui ne nous apporteront jamais de solution, ces personnes-là qui sont là juste pour voler nos ressources et qui ne veulent même pas qu'il y ait des avancées par rapport à cette insécurité, parce qu'ils sont en train justement de profiter de ce désordre pour pouvoir enrichir leur pays. Nous pensons, comme nous l'avions dit plus tôt dans notre projet de la refondation, qu'il faudrait que M. Félix Tshisekedi puisse trouver des alternatives. Et quelles sont ces alternatives? C'est de pouvoir créer une force de dissuasion concrète au sein de notre armée, c'est-à-dire concrètement de trouver des logistiques nécessaires. Armer nos soldats. Parce que vous avez vu que M. Antonio Guterres l'avait même dit que les M23 ont des armes plus sophistiquées que même les Nations Unies. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui manque à la République démocratique du Congo pour pouvoir donner des armements nécessaires à notre armée. Vous êtes sans ignorer qu'on avait parlé des fonds qui devaient être alloués à notre armée et qui avaient été détournés. Donc vous voyez que c'est un manque de volonté politique. Et nous avons là le renforcement mental de ces soldats. Vous voyez que ces soldats, ils sont sous-payés. Et leurs familles qui aujourd'hui se retrouvent à la rue avec leurs enfants qui mendient aujourd'hui dans la rue, vous voyez que ces militaires-là n'auront pas le moral de pouvoir se battre. Vous aviez vu le procès qui s'était passé dernièrement avec ces militaires de l'Est de notre République démocratique du Congo qui avaient été condamnés à mort parce qu'ils avaient déserté le front. Et il y avait l'un d'entre eux qui s'était justifié en disant que ils n'ont pas de ration nécessaire. Ils ont fait 5 jours plutôt sans pour autant mettre quelque chose sous la dent. Et vous voyez que ce soldat-là n'aura pas la force de pouvoir même tenir les armes pour pouvoir se battre. Et nous voyons ici aussi, par rapport à cela, le renforcement de notre système de sécurité. Vous voyez, madame, que ce soit la DEMIAP, que ce soit l'ANR, ils sont aujourd'hui rattachés, c'est vrai qu'ils ont toujours été rattachés à la présidence de la République, mais aujourd'hui c'est contre les opposants. Alors que ces personnes-là doivent voir comment extirper d'abord, puisqu'ils ont toujours parlé des infiltrés dans notre armée, et c'est dans leur devoir de pouvoir extirper ces infiltrés, de voir comment redynamiser l'administration dans les frontières de notre pays, parce que vous voyez que notre pays est un pays qui est tellement riche qu'il est convoité par des pays frontaliers. Alors, il aurait fallu sécuriser les frontières. Et c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont toujours l'habitude de dire que si ils ferment les frontières, ça sera au détriment de la population de l'Est. Mais il appartient au gouvernement congolais de pouvoir mettre la population de l'Est dans des situations où, même si la frontière est fermée, parce qu'il faudrait que cela se fasse, que la population puisse continuer à survivre. Et nous voyons même que par rapport à ces transactions, soit dites commerciales, c'est plus les Rwandais qui bénéficient dans notre pays que nous, dans leur pays. Et voilà, il y a toutes ces histoires-là qui demandent à ce que le gouvernement,
par l'entremise de notre président Félix Tshisekedi, parce qu'on dit tout le temps que c'est sous son impulsion que eux ils prennent des décisions, et il faudrait que ce soit fait dans la manière de pouvoir mettre en exergue le bien-être de la population, parce que le fait pour eux de pouvoir aller pleurnicher tout le temps à l'étranger, ces gens-là ne pourront pas venir trouver des solutions à notre place. Donc il faudrait que monsieur Félix Tshisekedi revienne au pays, qu'il cesse d'abord avec ses voyages, parce que nous voyons que même la diplomatie, soit dite agissante, a démontré ses limites. Il faudrait maintenant qu'il revienne, qu'il voie, parce que moi je l'ai toujours dit, que un chef ne peut pas faire l'office de complaisance et de pouvoir gérer. Donc il faudrait choisir entre les deux. Soit vous êtes chef, soit vous êtes complaisant. Et par rapport à toutes ces personnes qui détournent les fonds qui doivent être alloués pour le bien de la population, il faudrait voir comment canaliser pour avoir une armée forte, une administration forte et mettre au profit de la population cette sécurité physique et alimentaire. C'est tout ce que nous nous demandons. Alors vous dites le président de la République est resté plaintif, alors que d'un ton ferme, il a demandé, il a réclamé les sanctions contre le Rwanda. Est-ce que c'est pas aussi de votre part une mauvaise de pouvoir reconnaître les efforts du président de la République à vouloir pacifier la région? Madame, on ne conduit pas un pays par la volonté. On conduit un pays par des décisions et par une main de fer. Les gens de l'Union sacrée ont toujours dit que l'opposition voit tout en noir, mais non, l'opposition a toujours donné des propositions. Là, je parle d'Envol, qui en elle-même a une centaine de propositions en son actif. Et il ne s'agit pas de dénoncer, parce que ça va faire plusieurs années. Aujourd'hui, nous parlons d'une trentaine d'années où notre pays est agressé par le Rwanda, par l'entremise justement de cette communauté internationale et de ces étrangers. Et à chaque fois que M. Félix Tshisekedi va, entre guillemets, dénoncer et qu'il n'y a pas de réaction, il faudrait justement trouver d'autres alternatives. Et cette alternative en soi est la défense de notre pays. Notre pays doit se défendre. Et comment est-ce que notre pays se défendra? Notre pays se défendra par la force, comme lui-même il avait dit dans l'un de ses discours, que le M23 en 2013 avait été défaite par la puissance du feu. Et nous ne voyons pas pourquoi est-ce que M. Félix Tshisekedi ne peut pas faire ce que son homologue, M. Joseph Kabila, l'avait fait en son temps. Et je pourrais préciser ici que la résurgence du M23, au fait, c'est de la faute de M. Félix Tshisekedi. Parce qu'il avait rappelé le M23 en 2019. Il les a nourris, blanchis. Et pour, je sais pas moi quoi, pour avoir des accords qui n'avaient certainement pas été bien faits, et ils sont retournés pour ouvrir les hostilités. Et nous pensons que de la même manière qu'il avait remis sur table cette affaire de M23, il doit être apte à pouvoir finir cette guerre. Et nous pensons que, comme je l'ai dit tantôt, c'est juste une question de volonté politique, parce que si l'on donne des moyens logistique. Les moyens logistiques suffisent pour que la paix soit retrouvée à l'est du pays. Seuls les moyens suffisent. Que pensez-vous de ce processus ou de Luanda? Mais ce processus de Luanda reste stagnant. Parce que nous voyons que ça va faire plusieurs mois maintenant qu'ils étaient allés pour cet accord de Luanda et rien n'avance. Voilà pourquoi nous disons que tous ces pays, que ce soit l'Angola, là je voulais dire le Luanda, ou l'Union européenne, ou je sais pas moi quoi, l'Union à Force Afrique, je ne sais pas comment le dire, mais tout cela ne va pas apporter la solution
en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas juste parlé de la logistique. Ici, j'ai parlé des réformes de l'administration de notre pays. Nous avons dit qu'il y a l'armée qui doit être reformée. Et par ça, nous passons par la formation de ces militaires. Parce que vous voyez, madame, qu'il y a d'autres militaires qui ont fait plus de 20 ans, qui ont fait famille là-bas. Il faudrait qu'on puisse voir comment changer, même permuter ces militaires, voir comment former d'autres militaires qui pourront aller renforcer les autres au front. Et ici, nous avons vu que les Wazalendo, nous avions décrié cette affaire des Wazalendo en disant que ces réservistes que M. Félix Tshisekedi avait mis sur terrain ne sera pas là pour le profit de la population. Et nous voyons aujourd'hui que les FARDC sont en train, au fait, de dénoncer les méfaits des Wazalendo. Or, par rapport aux réservistes, ce qu'il aurait fallu faire, c'était d'enrôler des nouveaux militaires, les former, parce que normalement, ces Wazalendo devaient être formés par l'État et entretenus par lui, pour qu'ils ne puissent pas avoir d'autres réservistes mécontents je peux dire de la non-traitance, parce qu'ils ne sont pas payés. Vous voyez que ces gens-là, ils ne sont pas formés pour être membres des FARDC ou se battre pour le bien du pays. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'auto-payer. Et par ça, nous voyons qu'il y a maintenant la contradiction entre les FARDC et les Wazalendo. Et lorsqu'on dit qu'un vol ne parle pas, les opposants ne parlent pas, nous avions dénoncé ça en son temps. Et nous pensons qu'au lieu que M. Félix Tshisekedi puisse aller à l'étranger ou cherche peut-être, comme ça c'est même pas M. Félix Tshisekedi, mais M. Martin Fayulu qui demande la cohésion, il faudrait qu'il puisse avoir des prérequis par rapport au renforcement d'abord de la capacité de notre armée. Et ça, il faudrait juste que M. Félix Tshisekedi puisse le faire et qu'il arrête de parler ou de pouvoir pleurer à l'étranger. Ça n'a aucun sens. Alors, la RDC ambitionne d'être à la fois membre du Conseil de sécurité de l'ONU et également de droits de l'homme. Ce sont des ambitions démesurées? Ce sont réellement des ambitions démesurées. Dans quel sens? Dans le sens où vous voyez que M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à trouver des solutions dans son propre pays. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous étions devant le palais de justice. J'ai personnellement parlé au nom d'Envol, bien sûr, à M. Constant Moutamba pour lui dire que il y a des dispositions des articles 13, 14 et 15 portant statut de l'opposition qui demandent à ce que l'opposant puisse exprimer ses idées. Et l'opposant ne doit pas être arrêté à cause de ses opinions politiques. Et nous voyons que c'est ce qui est en train de se faire justement dans notre pays. Mais l'opposition verse dans les insultes. Oui, on vous interdit pas de vous exprimer, mais souvent l'opposition verse dans les insultes. Mais quelles insultes, madame? Est-ce que ces gens de l'ANER qui ont sodomisé, monsieur, excusez-moi le terme, c'est un terme très choquant, mais que nous devons quand même le dire, est-ce que monsieur Jacques Ndala qui a subi cette violence-là, ils peuvent prouver que par les dires de monsieur Jacques Ndala, il avait insulté? Et nous voyons qu'il y a une justice de deux poids, deux mesures, parce que quand nous voyons cette dame qui s'est autoproclamée porte-parole personnelle du président de l'État, qui s'évertue à pouvoir, sans scrupule d'ailleurs, à pouvoir insulter les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo qui sont violentées et tuées tous les jours. Cette femme qui se lève pour dire qu'elle a instruit à la DEMIAP et à l'ANER de pouvoir violenter M. Jacques Ndala. Et elle le dit haut et fort sur les réseaux sociaux. Lorsque nous voyons ces gens de l'UDPS qui passent pour insulter les gens d'autres provinces, pourquoi ces gens-là ne sont pas arrêtés? Et nous voyons aujourd'hui, lorsque nous parlons de droits humains, qu'il y a M. Chérubin Okende, où on a dit
par un rapport qui avait été interdit d'ailleurs d'être commenté par les opposants sous peine d'être arrêté et jeté en prison, de ce père de famille qui s'est tiré 3 balles dans la tête à l'extérieur de son véhicule alors que lui est mort à l'intérieur. Vous voyez un peu ce genre de choses où il y a des massacres, ce carnage qui s'est passé à Goma, le carnage qui s'est passé à la prison de Makala, et vous voulez vraiment que les opposants que nous sommes, qui sommes violentés tous les jours, qui sommes arrêtés tous les jours, puissions accepter que M. Félix Tshisekedi puisse candidater, en tant que membre du Conseil des droits humains ou du Conseil de la sécurité, pendant que dans son propre pays, il y a l'insécurité urbaine qui ne se termine pas. Il y a cette insécurité physique de la population. Là, nous parlons du phénomène de Mobundo, de ces déplacés qui sont encore à Maluku, qui sont à Bandundu-Ville. Nous avions eu même à rencontrer plus de 3 millions pendant notre tournée de la refondation, 3 millions de déplacés à Bandundu-Ville qui ne savent comment se nourrir ou dormir. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais ne les regarde même pas d'un œil de compassion. Nous avons vu aujourd'hui cette affaire de Koulouna qui gangrène la population, où M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à ça. Et cette intégrité nationale qui jusqu'ici n'est toujours pas prise en compte, parce que nous voyons ici que l'organisation OIM, avait fait son rapport pour dire que depuis octobre 2023, ils ont comptabilisé plus de 7 milliards de déplacés de guerre à l'est du pays qui croupissent, 7 millions de Congolais, qui croupissent dans la misère, qui croupissent dans la famine. Et combien de fois M. Félix Tshisekedi ou son gouvernement ont envoyé ne serait-ce que des aliments ou des vêtements ou des médicaments à ces personnes-là. Et vous voyez que c'est un crime humanitaire. Et comment voulez-vous un pays qui travaille? Non, la RDC pour le moment ne mérite pas. Même après 3 décennies, retrouver ce poste justement pour le moment. Puisque ce monsieur Félix Tshisekedi, qui représente la RDC et qui s'est décidé de candidater dans ce conseil de sécurité, ce conseil de droits de l'homme, pendant sa gouvernance, il n'a que faire de la sécurité de la population. Il n'a que faire de ces déplacés de guerre, ces gens qui meurent tous les jours de famine, parce qu'aujourd'hui, vous voyez que la population congolaise croupit dans la misère. Et le Congolais ne sait même pas nouer les 2 bouts du mois. Et il n'arrive même pas à se nourrir. Il se nourrit de moins de 2,5 $ par jour. Il faudrait d'abord que M. Félix Tshisekedi puisse montrer sa volonté en mettant en exergue, comme je l'ai dit, le sens de l'intérêt général et du bien-être commun, de pouvoir demander à son gouvernement, je sais que c'est le gouvernement de Madame Judith Suminwa, mais qui répond de lui, qui répond de M. Félix Tshisekedi. Et vous voyez que ces gens-là sont dans une opulence extrême. Voilà pourquoi nous avions parlé de la réduction du train de vie des institutions. Et si M. Félix Tshisekedi arrive à rencontrer les désidérata de la population en la sécurisant alimentairement et physiquement, nous pourrons le dire qu'il est maintenant prêt à pouvoir candidater en tant que celui qui pourra siéger dans le Conseil de sécurité. Mais il est encouragé, il est soutenu par pratiquement 13 pays africains. Vous êtes toujours pessimiste que l'on puisse l'emporter? Mais vous savez, madame, la plupart des présidents africains sont au fait des dictatures. Et aujourd'hui, ça ne nous étonnera pas que M. Félix Tshisekedi, qui cherche à entretenir la dictature comme ses autres homologues africains, soit au fait soutenu par eux. Pour nous, au fait, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui se fait déjà. Mais nous pensons, en tout cas, comme un seul homme de l'opposition, comme vous aviez vu par rapport à la marche que nous avions fait dernièrement, que M. Félix Tshisekedi, pour le moment, il n'est pas apte à pouvoir exercer ce rôle. Mais si, dans le cas échéant, la RDC
été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et même au Conseil des droits de l'homme. Quelle serait votre réaction? Ce serait une déception? Oui, ce serait une déception pour nous, parce que la population congolaise ne sera pas contente. Vous savez que la population a déjà vomi M. Félix Tshisekedi, parce qu'elle ne se retrouve pas par rapport aux promesses qu'il leur a faites pendant le moment de campagne. Et lui-même, il l'avait dit pendant l'une de ses interviews que c'était juste un discours de campagne. Et aujourd'hui, si il arrive à rafler ce poste-là, alors nous serons vraiment énormément dans la déception. Mais nous voulons en finir avec la guerre. C'est aussi une occasion pour la RDC d'être là dans les instances de prise de décision pour le bien de la population aussi. Nous ne pensons pas qu'accéder à un poste international, soit dit, puisse apporter de la solution dans la sécurité de l'Est. Comme je l'ai dit et comme je l'ai énuméré tantôt, il faudrait juste de la volonté politique à M. Félix Tshisekedi, taper du poing sur la table pour se dire que ça suffit. Et ici, nous voulons reconstituer et reformer la sécurité de notre pays. Parce que je ne vois en aucun cas par le fait pour M. Félix Tshisekedi de pouvoir siéger dans ces instances internationales, qu'est-ce que ça va apporter à la République démocratique du Congo? On va retrouver notre place au concert des nations. En tout cas, je le répète encore, madame, que ça ne va rien apporter à la République démocratique du Congo. Il faudrait qu'ils reviennent dans notre pays, voire réfléchir de manière efficiente à ce qu'il devra faire concrètement pour trouver des solutions aux desiderata de la population congolaise. Alors, on a vu l'opposition au palais de la justice pour réclamer, exiger la libération des prisonniers dits de l'opinion. Envol y a participé? Bien sûr, nous y avons participé parce que nous sommes opposants. Et nous ne sommes pas exclus par le fait plutôt que la justice puisse brimer les opposants. Vous êtes sans ignorer que nous avions perdu 2 de nos membres. Il s'agit de Monsieur Fabrice, qui avait été assassiné froidement à Luisa, et de Madame Siska, qui avait été assassinée. Et nous pensons que il faudrait que le système de justice change. Il faudrait aujourd'hui que le gouvernement congolais, qui eux aussi se sont toujours félicités de pouvoir avoir fait 37 ans de lutte dans l'opposition pour réclamer la démocratie des opposants, puisse elle-même, cette organisation, disons, ce parti politique, tomber dans les mêmes méfaits qu'avait fait son prédécesseur. Et aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement congolais actuel doit respecter les lois du pays, doit respecter la Constitution. Parce que de par notre loi, comme je l'ai dit tantôt, portant le statut de l'opposition, il n'est pas permis au gouvernement congolais de pouvoir brimer les opposants. Voilà pourquoi, comme un seul homme, nous étions passés faire un sit-in devant le palais de la justice pour pouvoir réclamer nos droits en tant qu'opposants congolais. Et nous pensons que après notre mémo que nous avions déposé à monsieur d'excellence Constant Moutamba, puisqu'il nous avait promis qu'il va voir d'un œil regardant comment s'y atteler pour pouvoir mettre fin à ces choses. Nous pensons que ce ne sera pas un slogan de plus, mais qui pourra réellement mettre vous croyez en sa bonne foi de vouloir changer oui, nous les ne choses. Pouvons qu'espérer. Nous ne pouvons qu'espérer, puisqu'il a promis. Nous pensons qu'il est un homme de parole et qui pourra mettre en exécution ce qu'il dit. Envol est resté longtemps silencieux, pas des déclarations, on ne vous entend presque plus. Pourquoi ce retrait? Là, je pense que vous parlez beaucoup plus de M. Délice Sanga. Oui.
Ce que je pourrais dire, c'est que Envol, ce n'est pas Délice Esanga. Envol, c'est un parti politique. Envol a toute une organisation, une structure. Et aujourd'hui, il n'est pas, comment je peux dire, nécessaire que ce soit seulement Monsieur Délice Esanga qui passe dans les médias pour parler. Vous avez là devant vous la porte-parole de Monsieur Délice Esanga qui est au fait la bouche autorisée du président Esanga, et ce qui sort de la bouche de Madame Dena est au fait les dires de Monsieur Délice Esanga, et il parle bien également dans les bouches des communicateurs. Et les pensées que nous communiquons, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans tous les médias, à la radio et aux chaînes de télé, ce sont bien évidemment les pensées d'Envol. Et voilà, il ne s'agit pas juste que ce soit M. Délice Esanga qui passe, mais nous sommes là pour faire le travail. Vous avez dit que la RDC ne mérite pas le poste au Conseil des droits de l'homme, mais ce même jour où le président de la République s'est exprimé pour annoncer la candidature, vous avez manifesté pacifiquement. C'est un bon signal. Oui, bon, le gouvernement en place ne nous a jamais compris. Au fait, l'UDPS a toujours pensé que eux, comme leur lutte était caractérisée par la casse des biens d'autrui et par tout ce qui faisait le pillage et autres, ils pensaient au fait que nous aussi nous ferons pareil. Mais ils ont toujours vu que depuis que nous avions commencé nos revendications, que ce soit même depuis la marche que nous avions fait le 20 mai plutôt 2023, pour réclamer le départ ou bien la restructuration à la CENI, nous avions toujours manifesté pacifiquement. Et nous ne sommes pas une opposition qui, comme l'UDPS, descendent dans les rues pour casser et pour piller. Et c'est ce que M. Félix Tshisekedi et ses condescendants n'ont jamais compris. Et voilà, nous avons toujours fait une manifestation pacifique et nous continuerons toujours à le faire. Et je pense que M. Constant Moutamba l'a compris. Voilà pourquoi il avait interdit, parce que je pourrais vous le confirmer, que ces policiers étaient prêts à pouvoir lancer des gaz lacrymogènes. Mais M. Constant Moutamba, l'excellence Constant Moutamba, avait interdit à ce que cela se fasse, parce que justement, il a compris que notre opposition est plus pacifique qu'autre chose. Alors, l'opposition qui manifeste serait-elle en train de se réveiller? Parce que on doit l'avouer, vous étiez quand même en perte de vitesse. L'opposition ne s'est jamais endormie, Madame Isabelle. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'opposition, c'est beaucoup plus la population congolaise, parce qu'elle ne se retrouve pas. La population qui est avec vous, vous pensez? La population est avec nous. Parce que je pense que vous êtes journaliste et vous avez l'habitude de faire des radios-trottoirs, des interviews auprès de la population. Je sais que vous êtes une radio de proximité. Vous saurez avec nous que aujourd'hui la population ne se retrouve pas dans la gouvernance de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la population qui n'est pas payée, qui ne remplit pas le panier de la ménagère, qui aujourd'hui n'a pas de courant, n'a pas d'eau, elle ne peut en aucun cas être pour M. Félix Tshisekedi. Et nous ne venons qu'en appui par rapport aux revendications de la population pour la porter au plus haut. Et la population ne s'est pas, l'opposition plutôt ne s'est pas endormie. L'opposition continue à œuvrer, mais nous travaillons justement avec la population et nous sortons dans des moments propices pour pouvoir revendiquer, comme vous l'avez vu le samedi où nous l'avions fait avec les autres opposants devant la cour de palais de justice. Alors, vous l'avez dit, la situation socio-politique et économique du pays serait pratiquement chaotique. Mais Martin Fayulu
propose un dialogue, pas pour le partage de pouvoir, mais pour renforcer la cohésion nationale qui est mise à mal. Est-ce que Envol est partant? Ce que M. Martin Fayulu fait, qui du reste avait déjà été fait pendant plusieurs années avant, nous pensons qu'aujourd'hui c'est inopportun. Après, c'est sa décision. Avec toutes ces frustrations qu'il y a. C'est la décision de M. Martin Fayulu de pouvoir demander la cohésion nationale, un dialogue, alors que M. Félix Tshisekedi avait dit ne pas pouvoir collaborer avec les opposants. Nous pensons que il ne faudrait pas mettre les intérêts égoïstes en avant, parce que nous pensons que l'asphyxie financière ne doit pas pousser l'opposant à des accords qui sont à l'encontre de la volonté de la population. Ce n'est pas cet accord qui pourra mettre fin à la guerre de l'Est. Ce n'est pas cet accord de soi-disant cohésion nationale qui fera assez que le tribalisme puisse s'arrêter dans notre pays. Et nous pensons que M. Félix Tshisekedi, au fait, il a tout comme outil institutionnel pour pouvoir mettre en œuvre le projet que lui-même a promis à la population. Et par-dessus tout, nous sommes là, bien qu'en retrait, nous continuons à donner des propositions, nous continuons à dire haut et fort ce qui doit en principe être fait en République démocratique du Congo. Et il est nullement question pour nous, Envol, je précise, de pouvoir entrer dans ce dialogue qui, au fait, je pourrais dire, je peux comparer ça, au fait, pour Martin Fayulu, à une femme qui cherche à se faire aimer de force, hein, à un homme qui n'est pas amoureux de vous. Parce que lorsque M. Félix Tshisekedi dit qu'il ne veut pas collaborer avec les opposants et que vous forcez le dialogue, je crois qu'il avait rectifié les tirs. C'est pour des fins d'intérêt personnel. Lors de sa dernière sortie médiatique, il reste ouvert à toute proposition allant dans le sens de vouloir restaurer ou faire avancer les choses au pays. Envol a toujours donné des propositions. Si M. Félix Tshisekedi a vraiment la volonté de vouloir changer la vie de la population, il y a le projet de la refondation qui est en ligne. C'est une occasion pour vous de pouvoir accepter la main tendue. Il n'est pas question d'accepter la main tendue, madame. De Martin Fayulu, qui est aussi opposant comme vous. Nous faisons de propositions. Non, mais il est opposant comme nous. Mais nous ne sommes pas de la même structure. Nous n'avons pas la même vision de choses. Pour Martin Fayulu, il dit qu'il faudrait qu'il y ait des accords de partage de gâteaux par rapport à la cohésion nationale. Il parle de la cohésion nationale pour retrouver... Nous savons comment ça se passe, les accords en République démocratique du Congo. Il y a toujours un partage de gâteaux. Parce que M. Martin Fayulu ne nous dira pas qu'après cet accord, il ne demandera pas un poste de responsabilité. Mais qu'est-ce que la population gagne dans tout ça? C'est ça la vraie question qu'il faudrait se poser. Lorsqu'on va faire cet accord de cohésion nationale, est-ce que d'une baguette magique, il y aura directement la sécurité qui va être établie en République démocratique du Congo? Parce que là, nous ne parlons pas seulement de l'Est, parlons aussi de l'insécurité urbaine, parlons de l'insécurité alimentaire. Et nous pensons aujourd'hui, nous, Envol, que nous avons déjà fait assez de propositions, que du reste, nous continuons à le faire. Le projet de la refondation est en ligne, qui demande à ses conseillers de pouvoir l'ouvrir. Parce que ici, présentement et maintenant, nous ne sommes plus à l'heure de la théorie. Nous sommes maintenant à l'heure de la pratique. Il faudrait que la présidence de la République, que le gouvernement puisse ouvrir le projet de la refondation, qui puisse tenir compte des émissions que nous faisons et par rapport aux propositions que nous avons toujours l'habitude de donner. Et je pense que si M. Félix Tshisekedi a tout simplement cette oreille ouverte aux propositions que les opposants et même que la population congolaise est en train de faire tout le temps pour pouvoir changer la vie
avis de la population congolaise, il le fera. C'est juste une question de volonté politique. Et ça n'a rien à voir ni au changement de la Constitution, ni par rapport à cet accord de la cohésion nationale que nous trouvons et que nous jugeons, nous, en vol, d'inopportun et de cosmétique. Martin Fayulu jouerait le jeu du pouvoir? Là, nous ne pouvons pas le confirmer. C'est sa conscience qui déterminera s'il joue. Mais il a quand même reçu le cutus de beaucoup d'autres partis politiques qui soutiennent cette démarche. Oui, mais d'autres partis politiques soutiennent cette démarche, mais nous, en vol, nous ne le soutenons pas. Nous avons le droit d'avoir des avis divergents. Et nous pensons que par rapport à ce contexte d'accord de cohésion nationale, nous pensons que c'est inopportun parce que M. Félix Tshisekedi doit placer des technocrates Il y en a dans déjà le gouvernement. Mais dans le gouvernement souminois, c'est une technocrate. Nous avions passé plus de 100 jours et nous n'avons pas vu les retombées de ce gouvernement dans le vécu de la population congolaise. Donc, il faudrait juste qu'ils puissent mettre en exergue leur propre projet parce que ils ont dit qu'ils ont mis sur pied un projet qu'ils doivent exécuter. Alors, nous allons voir comment ils auront à exécuter ce projet et qu'ils annexent aussi les propositions que les opposants ont toujours fait depuis la nuit de temps. Et je pense que s'ils mettent juste de la volonté politique, ça va aller. Voilà qui est dit, nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui a reçu pour vous Madame Dena Lukunku, porte-parole nationale de Envol de Délice Sanga. Merci Madame d'avoir répondu à notre invitation et vous le savez, avec elle on est largement revenu sur les chances de la RDC de retrouver son poste au Conseil de sécurité de l'ONU et même au Conseil de droits de l'homme. On a aussi parlé de l'appel au dialogue lancé par l'opposant Martin Fayulu et également la position de Envol par rapport à cette démarche de l'opposant Martin Fayulu. Voilà, nous sommes donc au terme de cette émission. Merci à Patrick Mongongo qui était à la prise de vue et qui a permis la diffusion de cette émission via notre chaîne YouTube. Merci également à John Condé qui était à la prise de son. Mamichela nous a aidé dans la préparation de cette émission. Miguel Mena a tout coordonné. Merci à vous aussi, chers internautes et fidèles auditeurs qui nous suivez en FM et via notre chaîne YouTube, dans l'espoir de vous retrouver dans notre prochain numéro de magazine Débat au féminin. On vous dit merci et au revoir.